Merci Myriam, merci à tous pour cette invitation à cette université qui devient maintenant une tradition. J'ai choisi de ne pas répondre directement à la question est-ce qu'il y a urgence, mais de vous proposer un petit voyage au bout de l'île de Ré, où se trouve le phare des baleines. J'aurai besoin du reste de mes slides. Le phare des baleines, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est ça. D'abord, la tour qui est à gauche, qui a été construite et installée en 1682 par Vauban. C'est l'un des premiers phares qui est mis en place en France, car le port de La Rochelle, à l'époque, est un enjeu stratégique pour le royaume. Ce phare fonctionne avec de l'huile de poisson, et quand on peut, avec de l'huile de baleine, qui, comme chacun sait, n'est pas un poisson, mais un mammifère. Et l'huile de baleine est le meilleur des combustibles à l'époque. Mais c'est un combustible qui est extrêmement mauvais, parce que son rendement est faible, la densité est faible, et surtout, le miroir s'encrasse. Donc, en 1736, toujours sur cette tour à gauche des baleines, on passe au charbon. Et le gardien du phare doit tracter tous les jours de 50 à 100 kg de charbon pour faire fonctionner le phare. On passera ensuite à de l'huile lampante, qui est un meilleur combustible. Donc vous voyez que... Et puis, je fais un raccourci dans l'histoire, on terminera évidemment avec l'électricité. Vous voyez que déjà, premier renseignement... Non, laissez-moi le phare des baleines, s'il vous plaît. Premier renseignement, l'histoire des phares nous montre l'évolution des sources d'énergie vers des sources de plus en plus denses. Mais les progrès du phare des baleines ne tiennent pas uniquement au changement du mix énergétique, mais à la capacité du phare à transformer la source énergie primaire en source utile via les progrès du système de réfraction, de transformation de l'énergie en lumière. En 1854 est créée la nouvelle tour des baleines, qui est plus haute, et le grand changement technologique, ce n'est pas le changement du mix énergétique, c'est qu'on va installer une nouvelle lentille, la lentille de Fresnel, inventée par un grand ingénieur, qui permet de considérablement améliorer la projection, car on arrive à vaincre l'un des énormes problèmes qui était l'encrassement. Et puis, le phare finit par être électrifié en 1904. En 1904, on installe une centrale électrique à côté du phare. Et évidemment, la grande révolution, c'est l'arrivée de l'ampoule électrique, puis tous les progrès dans la capacité de transformer l'énergie en lumière grâce à l'ampoule électrique. Deuxième enseignement du phare des baleines pour les transitions énergétiques. Dans les transitions énergétiques, il ne faut pas regarder uniquement les sources d'énergie, mais la capacité à transformer ces sources d'énergie en énergie utile. Autrement dit, regardez aussi la consommation et l'usage de l'énergie. L'usage de l'énergie, l'usage des phares servait à quoi? Principalement à faire naviguer les bateaux et à guider sur l'entrée du port de La Rochelle. Et cet usage des phares est très important, car il a permis d'accroître incroyablement le trafic maritime. Et le problème, c'est que ce trafic maritime, au démarrage, fonctionnait avec les galères, la force musculaire des hommes, le souffle du vent dans les voiles, et puis à partir du XIXe siècle, la vapeur, puis le diesel. Et donc, l'effet d'entraînement de ce phare, de par son usage, a effectivement développé des émissions qui n'étaient plus dans le phare, où on les voyait bien lorsqu'on brûlait de l'huile de baleine, mais à l'amont du phare, lorsqu'on s'est raccordé au réseau électrique, et dans les usages du phare. Je crois que c'est là le problème majeur de la transformation des systèmes énergétiques. Les systèmes énergétiques sont des systèmes extraordinairement complexes. N'oublions jamais des sources primaires, des usages finaux et toute une chaîne de transformation, distribution qui présente beaucoup d'inertie. Alors j'en viens maintenant à la question de Myriam, est-ce qu'il y a urgence? Oui, la réponse est il y a urgence. Et je ne vais pas beaucoup vous étonner. Pourquoi? Parce que si je quitte le territoire local et le phare des baleines, et si je regarde la planète, je vois que depuis 1850,
les transitions énergétiques du passé ont consisté à empiler de nouvelles sources primaires sur celles existantes, sans supprimer les sources existantes. Et c'est un schéma majeur que je ne vais pas décrire dans le détail, qui sera décrit dans mon prochain ouvrage, mais dans plus d'un an. C'est un phénomène majeur de l'histoire de l'humanité qui commence en 1850, quelque part en Angleterre, et qui se diffuse jusqu'à la fin, jusqu'aux premières décennies des années 2000, notamment en Chine, où tout ceci explose. Et donc vous voyez que la transition bas carbone, qu'il nous faut réagir si nous voulons être en phase avec l'horloge climatique, c'est une transition d'un caractère complètement inédit dans l'histoire humaine. C'est une transition qui va consister non plus à rajouter une source primaire aux sources existantes pour augmenter la consommation d'énergie, mais le premier enjeu de cette transition, c'est de retirer des sources, les trois sources fossiles, pétrole, charbon et gaz. Quel est le temps que nous donnent les climatologues? Je ne rentre pas dans le détail. Vous savez que dans le 5e rapport du GIEC, vous avez un budget carbone mondial qui nous permet, en gros, de consommer 2900 milliards de tonnes de CO2. J'ai fait le pointage il y a quelques jours, on en a déjà consommé 2300 milliards. Au niveau des émissions de 2017, ça fait 14 ans. Ça veut dire que nous avons 14 ans devant nous, pas uniquement en région Aquitaine, dans le monde, pour pouvoir émettre au niveau de 2017. Et ensuite, on a épuisé le budget carbone qui donne 2 chances sur 3 de limiter le changement climatique à 2 degrés. Cet enjeu, maintenant, on me voit moi, mais on ne voit pas le dernier slide que je voulais vous présenter. Cet enjeu majeur, vous pouvez me repasser mon image? Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, je vais vous l'épargner, celle-là. Cet enjeu majeur, ça va être quoi? Ça va être de sortir des fossiles. Or, les fossiles font et feront de la résistance. Regardez avec moi ces 3 photos qui seront la conclusion de mon exposé, puisque je suis proche d'atteindre mon quota de temps de parole, qui n'est ni cessible, ni extensible, ni valorisable sur un marché. Le charbon. Charbon, dans notre imaginaire collectif, le charbon, c'est l'énergie du 19e siècle. Germinal, Zola. Et là, vous voyez, j'ai retracé une photographie, c'est la dernière mine de charbon qui a été fermée en France. 2004. C'est pas tellement éloigné, 2004. Si vous regardez les chiffres, le charbon n'est pas l'énergie du 19e siècle. C'est la principale source d'énergie utilisée dans le monde jusqu'en 1960, et même un peu après. Et ce n'est qu'à partir de 1960 que le charbon est supplanté par le pétrole. Aujourd'hui, le charbon est une source qui est mobilisée massivement dans de nouveaux pays émergents, parfois des pays qui, par ailleurs, développent beaucoup de solaire. Pour ceux qui ont été à la COP 21 ou 22, je ne sais plus, à Marrakech, on vous a bassiné sur le Maroc et son plan solaire. Comment est-ce que le Maroc a augmenté son accès à l'énergie depuis 10 ans? Par 4 centrales thermiques qui fonctionnent au charbon, importées avec des capitaux du Proche-Orient et qui, chaque année, augmentent leur capacité dans un port qui est situé à 40 km au sud de Casablanca. Regardez comment... donc, cette idée que le charbon, c'est fini, est une idée qui est extrêmement trompeuse, et notamment elle est trompeuse en France. Je ne parle pas de l'Allemagne, sortir du charbon est évidemment une vraie question. 2. Le pétrole. Le pétrole, énergie du XXe siècle. Regardez les champs de Bakou en 1900. En 1900, à Bakou, on produit la moitié du pétrole utilisé dans le monde. La Caspienne est un champ formidable puisque le pétrole est à fleur d'eau. Donc c'est pas cher. Mais depuis Bakou, la capacité des hommes à creuser toujours plus profond s'est incroyablement accrue. Et aujourd'hui, on découvre tous les jours de nouvelles sources de pétrole dites non conventionnelles. Soit qu'on creuse plus profond, soit qu'on va le chercher dans les roches de schiste.
le pétrole n'est pas l'énergie du XXe siècle, ça reste une source majeure au XXIe siècle. Et le gaz. J'aimerais parler le gaz car je pense que la question du gaz est l'une des questions les plus épineuses aujourd'hui sur les questions de transition énergétique. Il est assez facilement présenté par un certain nombre d'opérateurs qui généralement gagnent de l'argent avec du gaz comme étant une énergie de transition parce qu'il est moins émetteur que le charbon. Pour faire la même quantité d'électricité, on émet 2 fois moins de CO2 avec du gaz qu'avec du charbon, en moyenne. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on investit massivement dans le gaz. Une chaîne complète d'extraction, transport, distribution de gaz naturel depuis l'Australie vers le Japon, qui est l'un des premiers clients mondiaux, ça vaut à peu près 50 milliards. Et on finance ça sans problème. Et des pays qui sont extrêmement vertueux, entre guillemets. Moi, je n'aime pas beaucoup les qualificatifs où on mélange la morale ou la vertu avec l'énergie. La Norvège. La Norvège, le parangon de la vertu environnementale. Son fonds souverain, le modèle en matière d'investissement socialement responsable. Plus d'1 milliard d'euros, de dollars vers le fonds Amazon. La moitié des véhicules vendus l'année dernière électriques. L'un des pays qui va le plus rapidement passer à la neutralité carbone, si je raisonne la neutralité carbone sur la base des mesures actuelles des émissions qui sont faites sur le territoire. Mais est-ce que la Norvège a cessé d'explorer le gaz? Regardez cette dernière photo. C'est la plateforme, alors, excusez ma prononciation, de Aasta Hansteen, qui est opérée par l'un des principaux opérateurs énergétiques du nord de l'Europe. C'est la plus grande plateforme gazière au monde. Un truc comme ça vaut 7 milliards d'euros. D'euros en plus, hein. En dollars, ça va plus. Et en 2018, durant l'été, cette plateforme de 7 milliards d'euros navigue vers son gisement, qui est l'un des plus grands gisements connus de gaz naturel, pour travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans? Non, beaucoup plus. Un investissement de 7 milliards d'euros, ce n'est pas pour quelques années qu'on fait ça. Donc en conclusion, pour répondre à la question de Myriam, oui, il y a urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est de désempiler un système énergétique qui, historiquement, depuis 2 siècles, se construit par empilage de sources supplémentaires. Ça implique donc évidemment, vous l'avez dit madame, de s'interroger sur le niveau des consommations d'énergie. Ça implique de s'interroger sur la possibilité d'ouvrir l'accès au développement aux quelques 2 milliards de personnes sur cette planète qui n'y ont pas du tout accès avec de nouvelles sources. Ça implique énormément de transformations et raccorder le temps de la transition bas carbone avec l'horloge climatique, les fameux 14 années qui nous restent, me paraît être l'une des grandes priorités de demain. Et je suis convaincu que l'université E5T va probablement nous aider à y contribuer. Merci de votre attention.